Et pour moi, le lien entre la dérégulation du système nerveux, la physiologie de survie et l'alimentation, elle est à deux sens. Déjà parce que ce qu'on mange, ça peut soit alimenter, entretenir, soit réduire le niveau de dérégulation. Parce que si on prend une alimentation qui est carencée, qui va être très riche en sucre, en produits transformés, en additifs, avec ce type d'alimentation, nos cellules, elles sont privées de nutriments. Okay, donc elles sont carencées et si elles n'ont pas assez de nutriments, elles ne peuvent pas fonctionner correctement. Quand elles ne fonctionnent pas correctement, elles passent en mode survie. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir juste la capacité de s'atteler à la base, les tâches les plus importantes pour qu'on reste en vie. Mais on oublie la bonne humeur, la capacité à gérer le stress. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode dans lequel je reçois Delphine Birkel. Delphine est nutrithérapeute, praticienne en Somatic Experiencing et elle est aussi formée en IFS, donc Internal Family Systems. Elle propose des séances individuelles dans toutes ces modalités-là. Tu trouveras ses adresses de contact dans les show notes sous l'épisode, comme d'habitude. J'ai demandé à Delphine de faire cet épisode ensemble parce que je voulais faire le lien entre la physiologie de survie, vraiment au niveau biologique, l'impact sur nos cellules, sur notre santé et la dérégulation du système nerveux. Et dans cet épisode, Delphine nous explique ce lien. On parle du rôle des protéines en lien avec les neurotransmetteurs, des micronutriments, de comment soutenir nos mitochondries, ces petites usines productrices d'énergie à l'intérieur des cellules. Tu vas aussi découvrir le lien entre la dérégulation et certains minéraux. Bref, un épisode hyper riche que tu devras certainement réécouter plusieurs fois puisqu'on retient que 20% de ce qu'on écoute et que je suis sûre que tu vas vouloir retenir tout ce que dit Delphine et tout ce qu'elle nous transmet dans cet épisode. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue Delphine, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super ravie de t'avoir sur le podcast. Et j'aime bien demander à mes invités, au début, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi ? Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que souvent on n'arrive pas à ce travail par hasard, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de guérison, j'ai envie de dire peut-être physiologique au début, plus avec la nutrition et tout ça, et puis après maintenant tu fais de la Somatic Experiencing, de l'IFS, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? Yes, carrément. Déjà, merci à toi de me recevoir. C'est un grand honneur. Moi, je suis arrivée à ce travail il y a plusieurs années via la nutrition, effectivement. C'était une période de ma vie où je voulais changer de travail, où j'étais pas épanouie dans le monde du marketing. Et je me reconnectais petit à petit à une envie qui avait toujours été là depuis toute petite, qui était d'aider les autres. Mais je ne savais pas sous quelle forme et j'ai mis longtemps à trouver comment faire. Au début, c'était développement international, dans des pays à l'étranger, etc. Et puis bon, ça ne convenait pas à mon mode de vie. Et finalement, j'ai reconnecté à cette envie de faire du one-to-one, en fait, de l'accompagnement vraiment individuel. Et en même temps, j'ai découvert le monde de la nutrition. Et ça m'a tout de suite parlé. Je mangeais pas bien du tout à l'époque. Et en même temps, tout ce que j'ai pu découvrir comme principe, je me suis dit, mais bien sûr, c'est un peu comme ça que j'ai été élevée, ça a du sens, ne pas être dans des extrêmes, privilégier la qualité, etc. Et donc ça m'a tellement parlé que je me suis dit, allez, je me lance directement, comme ça, presque comme sur un coup de tête. Et c'était une époque où j'avais aussi, et j'ai toujours, beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup de symptômes de douleurs de dos qui allaient en s'aggravant et pendant 3 ans et demi j'étais en errance médicale au bout desquels j'ai découvert que j'avais une maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante. Et puis par la suite, il y a une maladie de Crohn qui s'est greffée dessus. Donc voilà, contexte aussi où je me suis dit, ok, non seulement c'est une passion côté métier, mais en plus, j'ai eu l'intuition que ça allait me servir pour ma propre santé. Donc tout ça s'est joué en parallèle, j'ai repris des formations en nutrithérapie, en santé fonctionnelle, pour vraiment creuser tout ça et chercher à travailler sur les causes profondes des pathologies. Et puis, fast forward quelques mois, quelques années, je savais qu'il y avait aussi un lien avec l'émotionnel,
mon passé, mon niveau de stress, mais j'avais pas percuté à quel point c'était important. Donc je me faisais accompagner en psychothérapie par la parole, assez classique, et puis j'ai fait des programmes de coaching sur la reconnexion aux émotions, au cœur, ça m'a beaucoup fait avancer. Et en même temps, l'anxiété, elle était là, par moments puissance 1000, quoi. Et plus je me faisais Mmh. accompagner, plus c'était comme si l'anxiété, elle s'enracinait, je me réveillais le matin avec la boule au ventre, je savais même pas pourquoi. Et donc je me suis dit, ok, là, il y a un truc, je suis pas sur le suffisamment bon chemin, on va dire, du point de vue émotionnel. Et c'est là que j'ai découvert le travail sur le système nerveux, ton podcast, tout un tas de choses qui m'ont vraiment éclairé sur le fait que, ah oui, en fait, le souci, il est au niveau du système nerveux. Et là, j'ai commencé à me former à la somatic experiencing, à l'IFS. Pareil, un peu comme la nutrition, ça m'a tellement parlé d'un coup que je me suis lancée à fond directement. Donc, j'ai commencé les formations en même temps que j'ai commencé à me faire accompagner sur ces plans-là. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'aide énormément avec la gestion de la vie, tout simplement. De tous les stress, de toutes les situations qu'on peut vivre, hein, parce qu'elles disparaîtront jamais. Mais par contre, les réactions peuvent être hyper différentes et je sens que ça fait un bien fou déjà au niveau émotionnel, au niveau de comment je ressens les choses, mais aussi au niveau de mon corps, parce que j'ai souvent fait le lien entre voilà, ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe au niveau de l'anxiété, etc., et ce qui se passe dans mon corps, au niveau de mes symptômes, de ma maladie, etc. Et du coup, c'est un énorme cadeau aujourd'hui de pouvoir m'accompagner déjà à ce niveau-là et de pouvoir accompagner des personnes en alliant maintenant vraiment nutrithérapie, somatic experiencing et IFS selon ce que les personnes souhaitent. Il y a des personnes qui viennent me voir pour les deux, d'autres qui font soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, c'est un honneur et une joie à chaque fois de pouvoir voir les évolutions et les choses qui changent, que ce soit avec l'alimentation ou que ce soit avec le travail sur le système nerveux, c'est hyper épanouissant. Ouais, c'est très intéressant. Je trouve ces deux approches que tu as, tu sais, ça, ce qui me vient, c'est un peu le manuel pour réapprendre à être humain et puis à être un humain en santé optimale. Parce que moi, je le dis souvent, voilà, il y a le travail somatique et il y a le travail vraiment sur la biologie, donc que tu fais avec la nutrition. Et ce que je veux souligner, parce que je pense que c'est important aussi, toi, tu as vécu une grande partie de ta vie aux États-Unis, ou la première partie de ta vie aux États-Unis. Donc, tu avais cette fibre aussi un petit peu anglo-saxonne, je vais dire. Et eux, voilà, ils nous en parlent depuis beaucoup plus longtemps des causes profondes de la nutrition fonctionnelle. Elle est née aux États-Unis. Donc, aussi, juste dire ici que ton approche, elle est peut-être un petit peu particulière et puis particulièrement intéressante, du coup. Mm. Ouais, carrément, merci. Oui, c'est drôle parce que C'est j'avais vu important. une nutrithérapeute aux États-Unis avant même d'avoir mon diagnostic, donc sans savoir que c'était effectivement l'un des grands fondements pour ma santé. Et là-bas, ils sont médecins aussi, les naturopathes. Donc c'est hyper puissant d'avoir les deux combinés. Et du coup, c'est vrai que mon approche, elle est très influencée par les premières expositions que j'ai eues au monde de la nutrithérapie, qui Mm. est vraiment ce côté effectivement anglo-saxon. Ouais, ouais, c'est des naturopathic doctors hein, là-bas. Ils ont vraiment Exactement. les ND, ils ont vraiment le titre. Ouais, c'est hyper intéressant. Ok, je te propose qu'on plonge dans le sujet. Du coup, le sujet du jour, ça va être voilà, le lien sur Enfin, ce sur quoi je voulais t'interroger, c'était le lien justement entre les traumas, la nutrition, entre cette physiologie de survie dans laquelle peut nous envoyer tout ce qu'on a vécu dans notre histoire personnelle, les traumas, et puis du coup la dérégulation du système nerveux qui s'ensuit. Et donc, est-ce que peut-être tu peux dire deux mots du lien entre la physiologie de survie, justement, on va appeler ça physiologie de survie, ok, la dérégulation du système nerveux, et l'alimentation. Alors déjà, la physiologie de survie, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans le corps, à tous les niveaux, y compris au niveau cellulaire, quand on rentre dans un état de survie, au niveau du système nerveux. Que ce soit la fuite ou le combat ou le figement, voilà, face à un danger ou un stress réel ou perçu, comme tu rappelles souvent dans ton podcast, ce qui se passe dans le corps. Et quand on passe trop de temps dans ces états de survie, et pas beaucoup de temps dans des états plus de sécurité, de détente, de réparation au niveau cellulaire, bah, ça consomme déjà énormément de ressources physiologiques et ça crée de la dérégulation dans le système nerveux. Et pour moi, le lien entre la dérégulation du système nerveux, la physiologie de survie et l'alimentation, elle est à deux sens. Déjà parce que ce qu'on mange, bah, ça peut soit alimenter, entretenir
soit réduire Mm. le niveau de dérégulation. Parce que si on prend une alimentation qui est carencée, qui va être très riche en sucre, en produits transformés, en additifs, en ce qu'on appelle calories vides, c'est-à-dire des aliments qui sont à fort apport calorique, mais très faible apport en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en fibres. Par exemple, la farine blanche, le pain blanc, les pâtes, les choses sucrées, les chips, etc. Bah, avec ce type d'alimentation, nos cellules, elles sont privées de nutriments. Okay, donc elles sont carencées et si elles n'ont pas assez de nutriments, elles ne peuvent pas fonctionner correctement. Quand elles ne fonctionnent pas correctement, bah, elles passent en mode survie. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir juste la capacité de s'atteler à la base, les tâches les plus importantes pour qu'on reste en vie. Donc un niveau minimal d'énergie, petite fonction de base des organes, mais on oublie la bonne humeur, la capacité à gérer le stress, la capacité à éliminer les toxines qu'on accumule tous au cours de la journée, au cours de notre vie, la réparation des cellules qui vieillissent, la régulation de nos hormones, etc. Ça passe à la trappe parce que c'est pas la priorité. La cellule, elle n'a pas l'énergie de gérer tout ça. Donc, ça entraîne encore plus de dérégulation, de physiologie de survie, puis ça fait un cercle vicieux. À l'inverse, si on a une alimentation plutôt saine, à ce moment-là, on nourrit la cellule pour qu'elle soit en capacité de faire tout ce qu'elle a à faire dans le corps et du coup d'aider à réguler au contraire un système nerveux qui serait en mode survie actuellement parce qu'il a été amené à ça à cause de ce que tu disais, notre passé, notre vie. Donc avec une alimentation saine, on peut venir aider le système nerveux à retrouver plus de sa capacité et les cellules à fonctionner et du coup à entretenir un corps en meilleure santé. Et puis dans l'autre sens, quand on a un système nerveux qui est dérégulé, bah, ça a souvent tendance à influencer ce qu'on va manger. Soit on a tout le temps faim, ok, toujours avec cette même idée que bah, la cellule, elle est privée de nutriments, elle est affamée, parce qu'elle est en mode survie, donc la sensation de faim, c'est un message du corps qui essaye de combler en fait les carences, qui essaye de nous dire mange pour me soutenir, j'en ai vraiment besoin. Mm. Ou alors, on peut ne pas avoir faim, ou avoir faim de manière erratique, donc avoir une alimentation un peu dans tous les sens, parce qu'on n'est pas très connecté aux signaux de notre corps, parce que rien ne va plus au niveau cellulaire, donc le corps il s'embrouille et il nous envoie des messages un peu contradictoires. Donc là, pareil, la cellule elle finit carencée en nutriments, et la boucle elle est bouclée. Et puis, il y a deux autres choses aussi, quand il y a beaucoup de dérégulation ou de figement, souvent on est trop fatigué pour se préoccuper de ce qu'on mange en fait, pour faire les courses, pour cuisiner, se motiver, voilà, pour même avoir envie de manger, tout ça c'est une charge mentale, donc quand on est complètement crevé, c'est très très difficile de se soutenir à ce niveau-là. Et enfin, le dernier lien que je ferais, c'est, ou les deux derniers plutôt, c'est que quand il y a beaucoup de dérégulation, ça veut dire aussi souvent qu'on est face à beaucoup de stress, beaucoup d'émotions difficiles à accueillir. Et la plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart, vont chercher du réconfort via l'alimentation, à un certain degré. C'est quelque chose qui se crée, on en parlera peut-être un peu plus après, mais qui se crée dès la naissance assez rapidement. Donc, voilà, la dérégulation, elle va influencer, dans ces cas-là, nos choix alimentaires. Et au niveau très physiologique, pour le coup, un système nerveux dérégulé, il a un impact sur notre tube digestif, puisque le nerf vague, il innerve tous les organes digestifs. Et on sait qu'il y a vraiment un lien entre l'état du nerf vague et l'état de notre microbiote. Quand il y a des régulations, il y a la plupart du temps ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre dans les micro-organismes qui composent ce microbiote. Et par exemple, trop de champignons, trop de bactéries opportunistes, voire des bactéries pathogènes. Et comme par hasard, ces petits cocos-là, ils se nourrissent surtout de sucre et ils vont nous donner des envies de sucre. Donc ils vont influencer en fait ce qu'on a envie de manger et quelque part on n'est plus complètement maître ou maîtresse de ce qu'on va manger. Et là, encore une fois, dérégulation, dysbiose, impact sur notre alimentation. Mm. Yes, et en t'écoutant, je pense aussi tu sais, aux sensations très physiques de quand tu peux être très stressé ou les personnes qui sont très anxieuses, juste ce système digestif là qui se contracte et puis juste, tu sais, il n'y a rien qui passe aussi au niveau de l'alimentation, t'arrives même plus à manger. Donc soit tu manges trop de sucre et tout, soit finalement t'arrives même plus à manger. Oui. Absolument, absolument. Et justement, c'était un petit peu ma prochaine question. Beaucoup de personnes, tu le disais, donc qui sont
sous-nourris, mais au niveau des micronutriments, pas des calories, effectivement. On est comme surnourris au niveau des calories, mais sous-nourris au niveau des micronutriments. Et ça perpétue ce que tu disais, la physiologie de survie. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes qui sont sous-nourries au niveau des micronutriments? Est-ce que je veux peut-être dire aussi, alors peut-être que moi je suis dans mes micro-niches et que du coup je suis que ces personnes-là sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression qu'il y a un paradigme qui commence un peu à changer, de plus en plus de personnes, surtout en nutrithérapie, qui commencent à dire, mais en fait, avant d'essayer de perdre du poids ou tout ça, parce que je pense aussi à tous les régimes qui perpétuent cette physiologie de survie, avant d'essayer de perdre du poids, je sais plus qui j'entendais la dernière fois sur Instagram dire ça, il faut déjà se renourrir au niveau des micronutriments, en fait. Donc c'est comme l'inverse. Enfin, voilà. Donc quand on veut être dans cette démarche de justement ramener des micronutriments, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes? Toi, c'est un peu quoi les premières étapes? Ouais, comme tu dis, les gens sont sous-nourris, donc la première étape que je conseille, c'est d'ajouter déjà des aliments bénéfiques à notre santé, avant même de se préoccuper avec l'idée de retirer des choses qui font pas autant de bien. Et avant même effectivement de se dire, je veux perdre du poids, je veux changer mon alimentation, oui, mais je veux pas rentrer dans la privation, dans le manque de quantité, voilà, tout ce qui est hypocalorique, je déconseille. Donc on va plutôt ajouter, mais ajouter des choses bénéfiques. Et certes, les personnes sont hyper carencées en micronutriments. Donc pour rappel, les micronutriments, ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux, antioxydants, fibres, enzymes digestives. Euh, Avant même ça, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont carencées en macronutriments. Tout ce qui est protéines, lipides, donc les gras, et les glucides. Les glucides, c'est moins fréquent, la carence. Ok, mais parfois on mange pas forcément les meilleurs glucides, qui on va être plus sur des pains blancs, farine blanche, etc. Alors que celles qui seraient plus bénéfiques, c'est tout ce qui est les céréales plus demi-complètes ou complètes, parce qu'elles sont plus riches justement en micronutriments, en fibres, en minéraux. Mais le premier point que j'aborde avec mes clients, c'est les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, en fait, c'est les précurseurs de tout un tas de fonctions dans notre corps. Les protéines, c'est constitué d'acides aminés qui, eux, en fait, sont les briques de construction, déjà, puisqu'on parle du système nerveux, des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est les messagers du système nerveux, ok, qui vont servir à réguler notre humeur, notre capacité à travailler, à nous concentrer, à être vigilant en emmenant les enfants à l'école le matin ou en allant sur la route vers notre travail. Ça va être ce qui régule notre niveau d'énergie, tout simplement, notre mémoire, notre capacité d'apprentissage pour les enfants à l'école aussi, c'est hyper important, notre sensibilité à la douleur, notre libido, etc. Et donc si on n'a pas assez d'acides aminés, on ne va pas pouvoir produire en quantité suffisante et les bons neurotransmetteurs pour le bon fonctionnement du système nerveux. Ensuite, les protéines, ça sert aussi à la synthèse des hormones, donc toutes nos hormones sexuelles, pour la fertilité, le cycle menstruel, la thyroïde, le cortisol aussi pour gérer le stress, gérer l'inflammation. Tout ça, c'est fabriqué à base de protéines. Idem pour les enzymes digestives, les anticorps pour notre immunité, les protéines de transport qui vont par exemple transporter dans le sang le fer, l'oxygène pour les amener aux cellules, qui est super importante, ces protéines de transport. Et les protéines, c'est aussi tout bêtement les briques de construction de nos muscles, ça c'est souvent la fonction la plus connue des protéines, mais aussi de la peau, des cheveux, des ongles, voilà. Donc j'en ai en plus certainement oublié, il y a tellement de rôles pour les protéines que c'est hyper important. Donc déjà, on augmente les protéines. Les bonnes protéines. Les œufs, les poissons gras comme les sardines, le saumon, les harengs, le maquereau, la truite, les fruits de mer si on aime ça, la volaille, les viandes rouges, un peu les légumineuses aussi, les produits laitiers s'ils sont bien tolérés. Voilà, vraiment, pensez à ça. Et ça va déjà, ici, c'est un petit témoignage personnel parce que j'avais fait le suivi avec Marion en nutrithérapie. Et effectivement, je sais que vous avez une approche très similaire et il y aura Marion dans la même série du coup sur le podcast. Et effectivement, c'était une des premières choses aussi. Et tu vois, tu parlais de la satiété tout à l'heure où on a toujours cette envie de manger. Et déjà, juste ce point-là, si on oublie les micronutriments et tout, tu nous parles déjà ici des protéines pour les personnes qui nous écoutent. Déjà, juste ça va tellement aider sur la satiété. Enfin, moi, j'avais vu une énorme différence. Énorme, énorme, énorme. Donc, ouais, je voulais juste dire ça ici. Ouais, carrément, ça cale énormément Et et c'est ça pas la évite même de... satiété.
Je sais pas Mm. comment, c'est difficilement explicable, ouais. C'est pas la Ouais, même satiété. pour moi, c'est une satiété qui est moins lourde sur l'estomac et Mm, qui va durer plus longtemps. mm, Et qui en plus va donner plus d'énergie. Enfin, on va vraiment sentir que ça va mieux. Moi, avant de changer mon alimentation, je mangeais énormément de glucides, je petit déjeuner sucré, et j'avais faim toutes les 1 à 2 heures. C'était l'enfer. Et c'est un cercle vicieux qui se perpétuait parce que comme j'avais faim, je pensais que j'avais besoin de sucre. Et puis surtout, j'avais envie de sucre parce que j'étais un peu accro au sucre. Donc je refaisais un encas sucré et ça tournait en boucle comme ça toute la journée. C'était hyper pénible, sans parler aussi des coups de fatigue qui viennent quand on a faim. Et quand mm, il y a une chute de glycémie, donc voilà, augmenter les protéines et faire un petit déjeuner le matin riche en protéines, riche en bons gras et surtout salé, sans sucre ajouté, pour bien démarrer la journée, c'est transformateur comme méthode. Et pas juste les coups de fatigue, moi j'avais des énormes pics d'anxiété quand j'avais faim. Je me Hmm. souviens, quand Oui. j'étais sur... où je pouvais vraiment prendre un demi-paquet de biscuits sans souci. Enfin, ouais, il y avait vraiment... Yes. Enfin, j'avais... En m'observant petit à petit, j'avais vraiment fait le lien entre ça. Ah, quand mon sucre dans le sang il commençait à descendre, genre l'anxiété monte, c'était un truc de fou, quoi. Mm. Hmm. Et moi aussi, mais toujours aujourd'hui, quand je sens que j'ai faim et si j'ai pas tout de suite le temps de manger, tout d'un coup, je me dis, ah, je suis anxieuse. Ah non, en fait, j'ai faim. C'est Mm, mm. incroyable, effectivement, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Parce que les deux peuvent très facilement se confondre. Donc en fait, non, on n'est pas forcément tout le temps anxieuse. Parfois, on a juste faim. Yes, yes, absolument. Euh, Sur les macronutriments aussi, il y a les lipides qu'il faut pas oublier, qui sont très souvent diabolisés. Ok, le gras, le méchant vilain gras, alors qu'en fait, les lipides, ils sont super importants pour produire de l'énergie au niveau du cerveau et pour protéger nos neurones et nos cellules. Parce qu'en fait, la gaine de myéline qui entoure certains neurones et la membrane cellulaire, ok, à l'extérieur de nos cellules, bah, ces deux éléments-là, ils sont constitués majoritairement de gras et de cholestérol. Donc si on n'en apporte pas dans l'alimentation, on ne peut pas avoir de bonne protection. Et la membrane cellulaire, c'est ce qui permet aux cellules de communiquer entre elles, c'est-à-dire de faire rentrer et sortir des molécules. Ok. Si ça se passe pas, il se passe rien entre nos cellules dans notre corps et rien ne fonctionne en fait. Donc hyper important de ne pas diaboliser les bons gras qu'on retrouve bah, dans les protéines animales que j'ai citées déjà tout à l'heure par exemple, mais aussi dans les huiles comme l'huile d'olive, l'avocat, les produits laitiers, les fruits à coque comme les noix, les amandes. Voilà, c'est hyper important de ne pas négliger ces apports-là. Ça, c'est un mythe dans la nutrition qu'on entend encore beaucoup, de manger moins gras. Ça dépend des gras. Ouais, tu sais, je suis en train de relire La biologie des croyances de Bruce Lipton pour préparer un épisode du podcast, justement. Et je veux juste le dire ici, parce que peut-être ça aidera les personnes qui nous écoutent à retenir, parce que moi, ça m'a vachement aidé. On pensait pendant longtemps que l'endroit où l'ADN était codé dans la cellule, c'était ça un peu le cerveau de la cellule. Et en fait, lui, il démontre que non, c'est vraiment la membrane cellulaire qui est le cerveau de la cellule, qui permet cette communication, ce que tu dis. Et donc, un peu comme on dit souvent, hein, le cerveau, il a besoin de bons gras. Bah, même chose, le cerveau de chacune de nos petites cellules a besoin de bons gras. Donc, tellement, tellement important, yes. Carrément. Hmm. Yes, c'est pour ça que les œufs, c'est l'une des grandes conversations que j'ai dans mes consultations, de dédiaboliser ces pauvres œufs. Alors on a de la chance maintenant, il y a beaucoup de médecins, d'hôpitaux, y compris dans le domaine de la cardiologie, qui reviennent en arrière et qui disent mais à culpa, en fait, les œufs, c'est du bon gras, c'est du bon cholestérol, si on peut parler de bon et de mauvais cholestérol, mais même ça encore, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais qui disent, voilà, vous pouvez manger 2 œufs par jour sans problème. En fait, ça vous apporte plein de nutriments, non seulement le côté lipide, mais aussi des vitamines du groupe B, de la choline, tout un tas de nutriments qui sont tellement importants pour le système nerveux, pour le développement du fœtus, pour les personnes qui sont enceintes, pour tout un tas de fonctions en fait dans notre quotidien. Donc allez-y sur les œufs, arrêtons de croire que c'est l'aliment ennemi du siècle. Yes, yes. Oui, oui, moi, ça m'a changé la vie, les œufs au petit déjeuner. Ouais, moi aussi. Euh, Ok, donc les macronutriments. Du coup, est-ce que tu veux dire un mot des micronutriments sur ce thème d'être Yes. sous-nourri? Ouais, absolument, parce que les macronutriments, donc on peut penser à eux comme des briques de construction, ok, dans le corps. Et les micronutriments, j'aime bien les comparer comme des outils de construction. Ok, c'est ceux qui vont venir nous aider à assembler les briques, à les séparer quand il y a besoin de les séparer, de les réassembler autrement, de nettoyer aussi après avoir fait la construction. Donc ça, ce serait l'élimination des déchets, des toxines qu'on accumule dans le corps.
Et donc pour les micronutriments, on en trouve dans plein d'aliments. Déjà, on en trouve aussi dans les macronutriments dont on a parlé, hein. Les aliments, c'est toujours un mix de tout un tas de choses. Donc, Mm, mm. on va trouver des vitamines, des minéraux hyper assimilables déjà dans les produits animaux, et j'y reviendrai. Mais on va aussi en trouver dans tout ce qui est légumes. Ok, les légumes, c'est très riche en vitamines, en minéraux, en fibres, en enzymes qui vont aider à digérer, en antioxydants qui vont protéger la cellule du vieillissement cellulaire. Donc ça, on peut en ajouter à tous les repas. Ok. Idem pour les fruits. Alors, à raison de 2 à 3 fruits par jour, ok, pour éviter les pics de glycémie, parce qu'un fruit, ça peut être riche en sucre. Donc on va le manger déjà entier, pas sous forme de jus de fruits, sinon dans les jus de fruits, on élimine toutes les fibres et on garde surtout le jus, et ça fait des bons pics de glycémie qui sont pro-inflammatoires, qui vont nous redonner faim dans 1 à 2 heures. Voilà, mais le fruit sous forme entière, ou à la rigueur sous forme de smoothie où on met vraiment le fruit entier, ça apporte tout un tas de micronutriments. Et ensuite, il y a des aliments qui sont très denses aussi en nutriments, comme l'avocat par exemple, comme les graines germées, qui est très riche aussi en enzymes, des aliments vivants qui vont apporter plein de bienfaits, mais même dans leur petite quantité, en fait, qu'on peut saupoudrer sur des salades, des soupes, qu'on peut mettre dans un sandwich, ça va venir vraiment rehausser les apports en micronutriments. Le chocolat noir, alors bien noir, hein, genre 80, 85, 90%, des jus de légumes, des fruits à coque, des noix, des amandes, des noisettes, si elles sont bien tolérées, bien digérées. Et à ce propos, pour bien assimiler les micronutriments, pour vraiment combler des carences, l'une des premières choses qu'on va travailler aussi, c'est les capacités digestives. Parce que si on n'arrive pas à bien digérer ce qu'on mange, parce que s'il n'y a pas par exemple assez d'acide gastrique au niveau de l'estomac, s'il n'y a pas assez d'enzymes digestives dans l'intestin, pas assez de bile pour digérer les gras, ce qu'on ingère va pas arriver jusqu'à la cellule, Mm, donc ça va servir à rien. mm, Donc mm. c'est vraiment faire ces deux choses en même temps. Augmenter les apports et régler les soucis digestifs s'il y en a, et c'est très souvent qu'il y en a. Ok, donc vraiment pas oublier ces deux plans-là. C'est Mm. pas tuer ce que tu manges, c'est tuer ce que tu absorbes, et donc il faut s'assurer que ce soit absorbé. Yes, ok, super important. Ok. Qu'est-ce que tu penses, une question pour toi, qu'est-ce que tu penses du végétarisme, du véganisme? Et ici, je vais dire que j'ai été végane pendant 7 8 ans, j'en suis revenue, donc voilà, on est sans jugement, mais c'est vraiment important, je pense, d'en parler, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes, enfin moi en tout cas, je vais parler pour moi ici, je vais parler pour moi, j'ai été complètement en train d'alimenter ma physiologie de survie en étant végane, parce que voilà, je faisais bon, déjà, je pense pas du tout les choses de la bonne façon. Mais voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui manquaient. Qu'en penser? Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que ça serait conseillé dans certains cas, ou de façon générale plutôt pas conseillé? Comment c'est pour toi? Mm. Ouais, merci pour ce préambule parce que c'est un sujet qui est hyper sensible, qui revient beaucoup aussi, parce que moi je le vois, l'essor actuel pour, enfin la popularité en ce moment des régimes végétariens, végétaliens, qui est vraiment en plein essor. Pour faire juste la distinction, chez les végétaliens, on consomme aucun produit animal. Et chez les végétariens, par contre, en règle générale, il y a des œufs, des produits laitiers. Chez certaines personnes, il va y avoir des poissons. Donc il y a un peu plus de variété, un peu plus de types de protéines. Et je vais détailler un petit peu. Mais déjà, avant de rentrer dans si je le conseille ou pas, j'aimerais dire que je comprends les raisons pour lesquelles certaines personnes souhaitent adopter ce type d'alimentation. Euh, Notamment par rapport à la protection animale, ok, parce que c'est évident, c'est bien connu aujourd'hui que les animaux, avant d'arriver dans nos assiettes, la plupart sont très très maltraités, mal nourris, vivent dans des conditions abominables, donc c'est absolument inacceptable. Euh, Il y a aussi des soucis écologiques, voilà. Donc j'entends tout ça, et moi je vais faire une réponse vraiment focus sur l'aspect nutritionnel, qui est l'aspect que je maîtrise le mieux. Euh, Globalement, moi je déconseille les régimes végétariens, végétaliens, surtout végétaliens, mais même végétariens, et je vais expliquer pourquoi, pour des raisons nutritionnelles, pour des raisons de santé générale, pour des raisons aussi de système nerveux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger plus de légumes, de fruits, de céréales complètes, de fruits à coque quand on les tolère bien, de légumineuses, voilà, tout un tas d'aliments qui sont sains qu'on retrouve
dans ce type de régime. Ok. Mais pour moi, le premier souci avec les régimes végétariens, végétaliens, c'est les apports en protéines, ok, dont on voyait l'immense importance à l'instant. En moyenne, il faut plus ou moins 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc, si je pèse, je prends un chiffre au hasard, 65 kilos, il me faut 65 grammes de protéines par jour. Okay. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans 100 grammes d'un aliment qui contient des protéines, il n'y a pas 100 grammes de protéines. Okay. Dans un steak ou un poisson, par exemple, il va y avoir environ 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Dans un œuf, enfin dans 100 grammes d'œufs, et les œufs pèsent quasiment jamais, enfin jamais 100 grammes, ce serait énorme pour un œuf, en général ça pèse plutôt 60 grammes. Donc pour 100 grammes d'œufs, on a 13 grammes de protéines, donc 60 grammes dans un œuf, on a à peu près 10 grammes de protéines. Okay. Chez les produits plutôt végétaux, dans les légumineuses, on va avoir beaucoup moins de protéines pour 100 grammes. On va être autour de 7 à 9 grammes pour 100 grammes. Dans les céréales, on va être autour de 5 à 7 grammes. Okay. Donc on est plutôt sur 2 tiers de glucides et 1 tiers de protéines. Donc il faudra en manger vraiment beaucoup pour avoir suffisamment d'apport en protéines. Et quand on en mange beaucoup, ça veut dire qu'on mange aussi beaucoup de glucides. Donc on peut se faire des repas vraiment très glucidiques qui font beaucoup grimper la glycémie et l'insuline, ce qui crée de l'inflammation chronique, ce qui peut créer de la dysbiose intestinale parce qu'au final, même si c'est des glucides complexes, c'est converti en sucre dans le sang. Donc ça nourrit aussi la dysbiose. Ça peut créer des troubles digestifs aussi parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde de digérer des légumineuses, des céréales complètes. Il y a beaucoup de fibres, certaines qui sont très résistantes pour lesquelles on n'a pas les enzymes pour digérer. Okay. On n'est pas comme certains animaux, les ruminants et tout, qui ont des tubes digestifs extrêmement longs et qui peuvent vraiment dégrader la cellulose, par exemple. Nous, on n'a pas cette même capacité. Au-delà de ça, il y a aussi une question de qualité des protéines, ce qu'on va appeler la biodisponibilité. Et les acides aminés qui viennent d'aliments animaux sont beaucoup plus facilement assimilables que ceux qui viennent de produits végétaux. En plus, les protéines végétales, elles n'ont pas tous ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Il y a 8 acides aminés essentiels, 2 semi-essentiels, donc on peut dire à peu près 10, qu'on ne sait pas fabriquer dans notre corps et qu'il faut indispensablement apporter tous les jours via l'alimentation. C'est pour ça que les végétariens, ils ont tendance à combiner différentes protéines végétales pour apporter ces 8 acides aminés. Mais souvent, on fait combinaison riz, haricots, repas encore une fois glucidique et pas toujours facile à assimiler. D'autre part, pour finir sur cet aspect protéines, dans ces aliments-là, on retrouve aussi beaucoup ce qu'on appelle des antinutriments. Ça, c'est un mot qui vient un peu plus de l'anglais, mais en français, on va parler plus de lectines, par exemple. Les lectines, c'est comme des petites toxines, des petits pesticides que les plantes, elles produisent pour se protéger des envahisseurs, des insectes, etc. Donc, pour un insecte, c'est mortel. Pour nous, on est plus grand, on tient plus le choc, mais c'est quantité après quantité de ces lectines qui peuvent quand même abîmer nos cellules, notamment notre paroi intestinale, créer de l'hyperperméabilité intestinale, ce qui fait que tout un tas de toxines peuvent passer dans le sang, créer de l'inflammation dans notre corps. Ça peut interférer avec notre digestion, nos capacités digestives. Et donc, voilà, quand on est exposé à beaucoup de lectines, on peut créer pas mal de troubles au niveau digestif. Et on y reviendra peut-être après, mais c'est pour ça qu'on voit souvent aussi beaucoup de problèmes de ballonnement, de gaz, de douleurs intestinales ou de douleurs gastriques chez les personnes qui ont un régime végétarien ou végétalien. Et puis il y a la question, tu voulais dire quelque chose? Ouais, Pardon. oui, je voulais dire aussi sur cette question des protéines. Honnêtement, il y a beaucoup de personnes, bon, et moi je peux le dire parce que j'ai beaucoup fréquenté ces cercles-là, parce que voilà, moi j'étais à fond dans le vegan, et puis vraiment pour toutes ces questions idéologiques, hein, c'était pas nutritionnel. Il y a beaucoup de personnes déprimées, hein, vraiment. Enfin, le lien entre protéines et neurotransmetteurs, mais vraiment, tu sais, le cliché un peu du végétarien avec le visage blanc et tout, c'est un cliché, mais il y a beaucoup de... Moi, j'ai pu le voir, et je le vois aujourd'hui, le contraste avec ma santé mentale. Bien sûr, il y a tout ce que j'ai fait à côté aussi, mais la nutrition, c'est une partie, c'est sûr.
Mathis, mon mari, c'est la même chose. Lui aussi, il a eu des années de véganisme. Et je crois que pour les hommes, c'est peut-être encore même plus dur sur leur système. Je sais pas, mais voilà. Euh, et la différence en termes de santé mentale, elle est assez flagrante. Hmm, carrément. Carrément, parce qu'on en revient à ce manque de neurotransmetteurs, ce déséquilibre dans les neurotransmetteurs, et donc ça va impacter notre humeur, notre capacité à gérer le stress, ça va engendrer effectivement de la déprime, plus d'anxiété. euh, on voit beaucoup de manque de confiance en soi, parce qu'on va manquer d'un acide aminé, par exemple le tryptophane, qui sert à produire la sérotonine. La sérotonine, justement, c'est l'un des neurotransmetteurs clés pour lutter contre la dépression, la mauvaise humeur, le stress, pour lutter contre les troubles du sommeil aussi, parce que la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine qui nous permet de nous endormir. C'est le neurotransmetteur qui va aussi lutter contre l'anxiété, le brouillard cérébral, l'instabilité émotionnelle. On voit beaucoup de troubles du comportement alimentaire aussi quand il n'y a pas assez de protéines, et donc avec ces régimes végétariens, végétaliens. Et c'est vrai que quand mes clients réintroduisent plus de produits animaux, non seulement pour les protéines, mais aussi pour les bons gras, aussi pour les vitamines et minéraux qui sont très assimilables, toujours cette idée de biodisponibilité dans les produits animaux, beaucoup plus facilement assimilés dans notre tube digestif et dans nos cellules, et ben les personnes tout de suite elles me disent waouh, je digère mieux, les ballonnements ils ont quasiment disparu, j'ai plus de problème de gaz, j'ai un meilleur transit, je vais à la selle, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, je me sens plus zen, j'ai moins de fringales aussi, beaucoup moins d'envie de sucre. Euh, Mm. Elles ont moins faim tout le temps, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis très souvent, bénéfice collatéral, perte de poids aussi. Ouais. Tu sais, sur les troubles du comportement alimentaire, et je vais partager mon expérience ici, puis je vais mettre les pieds dans le plat, c'est pas grave, je recevrai des commentaires après cet épisode, c'est pas grave. Euh, Moi, je suis arrivée dans le véganisme avec énormément de troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que je venais d'une période où je mangeais en gros que de la salade et du fromage blanc 0%. Et le véganisme, ça a permis de donner un cadre à ces TCA. Ça y est, c'était acceptable en fait, parce que c'était du véganisme, mais ça continuait à être un trouble du comportement alimentaire en fait. Aujourd'hui, je peux m'en rendre compte. Et même chose, je connais énormément de personnes qui étaient dans ce cas-là aussi. Des, voilà, des personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire qui disent j'en avais et puis j'ai trouvé le véganisme, mais ça, pour moi, c'est le même cadre de dérégulation en fait. C'est juste que ça y est, on lui a donné une petite enveloppe sympa qui fait que c'est acceptable et accepté. Mais voilà, et puis Mm. ce que je veux dire aussi, c'est que quand ça y est, là, on sort de la physiologie de survie aussi au niveau de la nutrition, tu sais, je le vois aujourd'hui, on retrouve assez d'énergie, ce que tu disais, pour s'occuper de son alimentation. Et nous, enfin, je vois comment on s'alimente aujourd'hui, tu vois, on a l'énergie d'aller chercher les œufs à la boîte à œufs de notre village, tu vois, d'aller chercher à des endroits différents pour vraiment essayer de faire les choses de la façon la plus éthique possible, si on parle de ça, tu vois, de chercher le petit producteur qui a ses chèvres pour prendre le fromage et tout. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on fait. Mais il nous a fallu retrouver de la capacité et de l'énergie juste pour pouvoir faire ça, en fait. Mm. Carrément. Et c'est hyper important parce qu'effectivement, quand tu retrouves cette capacité-là, à ce moment-là, tu peux choisir, comme tu dis, la qualité, les viandes de qualité, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est un point essentiel. Je suis pas en train de dire manger des animaux élevés en batterie et des animaux qui souffrent l'enfer pendant leur vie. Non, au contraire. Privilégier les filières bio, les filières d'animaux élevés en plein air, les vaches qui mangent de l'herbe ou du foin en hiver, voilà, qui sont traitées le moins possible aux antibiotiques, parce que c'est hyper important pour les animaux et accessoirement pour notre santé aussi. Parce que si les viandes, les poissons, les œufs sont de mauvaise qualité, sont truffés d'hormones, de pesticides, parce qu'ils ont mangé des aliments qui eux-mêmes ont été poussés, enfin cultivés, pardon, sous forme OGM avec tout un tas de pesticides, bah, tout ça, ça se retrouve stocké dans leur corps, notamment dans leur gras, et nous, ensuite, on ingère ça. Donc, on se récupère toutes ces molécules nocives pour notre santé. Donc, c'est un double bénéfice. C'est un bénéfice pour la planète, pour les animaux et pour notre santé. Donc, il faut absolument, quand on fait le choix de réintroduire des aliments animaux, privilégier cette qualité. Et comme ça, faire d'une pierre deux coups aussi, quand même, protéger les animaux dans une certaine mesure en faisant les bons choix de consommation, ce qui n'est pas toujours évident, notamment quand on habite dans des grandes villes, etc. Mais en effet, comme tu dis, quand on retrouve plus d'énergie, plus de capacité mentale, à ce moment-là, on peut explorer plus facilement les petits commerçants, les AMAP, les colis livrés,
d'animaux qui viennent d'élevages vraiment sains, etc. On peut se préoccuper de, ok, je vais chercher mon fromage à base de lait cru, Mhm. peut-être même idéalement bio, et je vais éviter le lait pasteurisé qui est beaucoup moins digeste, qui a perdu tout un tas de nutriments bénéfiques, etc., etc. Mm. Mm. Super important. Yes. Et puis pour terminer sur ce sujet-là, j'y faisais un petit peu allusion tout à l'heure, non seulement il y a une question d'assimilation des protéines, mais aussi des vitamines et des minéraux qu'on retrouve sous forme active, c'est-à-dire directement utilisables par notre cellule dans les produits animaux, là où dans les produits végétaux, ils vont être beaucoup moins bien absorbés. Par exemple, on parle souvent des épinards pour le calcium. L'absorption, elle va être plutôt de 20 à 30%, là où dans les laitages et les poissons avec les arêtes, par exemple, on va avoir du calcium beaucoup mieux absorbé et beaucoup plus utilisable. C'est la même chose avec la vitamine A qui est sous forme inactive dans les végétaux et sous forme active déjà dans les produits animaux. Et quand on parle de forme inactive à active, ça veut dire que notre corps il doit convertir la forme active, inactive, pardon, convertir la forme inactive en forme active. Et cette conversion, ça demande beaucoup d'énergie à la cellule, d'autres nutriments aussi, par exemple des minéraux comme le zinc, le cuivre, etc., d'autres vitamines. Et si on est carencé, on n'a pas les nutriments pour faire cette conversion. Et chez certaines personnes, il y a aussi des prédispositions génétiques qui font qu'elles ne sont pas capables de faire cette conversion. Ça, c'est vrai aussi pour les acides gras, par exemple. Les oméga 3, c'est la même chose. Sous forme végétale, ils sont inactifs. Sous forme animale, dans les œufs, les poissons, par exemple, ils sont sous forme active. Et on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont une prédisposition génétique à ne pas être capables de faire cette conversion. Idem, plus on prend de l'âge, moins on arrive à faire cette conversion correctement, d'où l'importance en fait d'apporter un maximum de nutriments aussi sous forme directement assimilable. Yes. Point super important. Merci pour ça. Euh, je clôt le chapitre VG et je reviens sur voilà, dérégulation, trauma. Je sais que un sujet que tu rencontres beaucoup et avec lequel tu travailles, c'est les maladies auto-immunes notamment. Quel lien tu vois, toi, avec le trauma? On en parlait un petit peu toutes les deux hors micro, que c'est pas un lien voilà, évident et c'est pas un sujet évident. Mais je sais que c'est un sujet qui te touche, alors je voulais t'interroger là-dessus. Quel lien est-ce que tu vois? Et peut-être voilà, dans ton propre parcours de guérison, chez les personnes que tu accompagnes. Hmm. Ouais. Bah déjà, je le disais dans l'introduction, dans mon propre parcours, certaines de mes crises inflammatoires avec énormément de symptômes, j'ai clairement vu qu'elles étaient déclenchées après des gros stress, des gros chocs émotionnels. D'autres, pas forcément. Mais en même temps, comme j'avais un niveau de stress de base hyper élevé, bah, j'étais tout le temps en stress, tout le temps en inflammation, donc tout le temps en crise. Mais il y a certains moments de ma vie où je me souviens exactement ce qui s'est passé juste avant de déclencher des immenses douleurs le lendemain, par exemple. Mhm. Euh, donc, il y a un lien qui est complexe, que je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible, mais c'est un lien qui se fait à plein de niveaux. Déjà, toi, tu parles souvent dans ton podcast de l'ACE study. Mhm. Il y a une étude rétrospective qui a été réalisée à partir des résultats de l'ACE Study. Alors, c'est pas une très grosse étude, mais c'est quand même intéressant, qui dit bah, 64% des personnes avec des maladies auto-immunes avaient un score d'au moins 1 sur le questionnaire ACE. Donc au moins une expérience adverse dans l'enfance. Et on sait que beaucoup de personnes ont beaucoup plus qu'un score 1, mais déjà, rien qu'avec une expérience adverse de l'enfance, il y a beaucoup plus de risques, ou en tout cas, il y a une association avec la maladie auto-immune. C'est quoi une maladie auto-immune déjà pour les personnes qui ne connaîtraient pas exactement le fonctionnement, la définition? En fait, c'est quand le système immunitaire il attaque un organe ou une partie de notre corps. Ça va être le cas par exemple pour les personnes qui ont une hypothyroïdie d'Hashimoto. Ok, il y a différents types d'hypothyroïdie, mais Hashimoto c'est le système immunitaire qui s'attaque à la thyroïde. Ça va être le cas dans par exemple la spondylarthrite ou la polyarthrite rhumatoïde où le système immunitaire il va attaquer les articulations, en tout cas certaines parties des articulations. Le diabète de type 1, c'est le système immunitaire qui s'en prend au pancréas. Le lupus, par exemple, dans la maladie de peau. Et il y en a tout un tas d'autres. Et les maladies auto-immunes, elles ont plein de causes. Déjà, souvent, il y a une prédisposition génétique. Okay, mais c'est pas systématiquement le cas. Et on a tous des prédispositions génétiques à tout un tas de maladies. Et Dieu merci, on les déclenche pas toutes. Donc, ça veut bien dire qu'il y a d'autres cause d'autres déclencheurs en fait. Et la base pour une maladie auto-immune, c'est l'inflammation. Alors ça, tu en parles souvent aussi. Il y a l'inflammation ponctuelle qu'on appelle l'inflammation aiguë, qui est très bien pour lutter contre un rhume, une bactérie, réparer une plaie quand on se coupe.
Ok, c'est les pompiers qui viennent éteindre le feu, qui réparent la zone, et ensuite, c'est bon, on s'en va, on arrête. Il n'y a plus d'inflammation. Le problème, c'est l'inflammation chronique, celle qui est de faible intensité, mais qui est là en permanence. Ok. Et c'est un problème parce que ça finit par endommager nos cellules, et ça épuise le système immunitaire, qui n'est pas fait, en fait, pour fonctionner en permanence. Il finit par s'embrouiller, ok, dérailler et attaquer son propre corps, à force d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité. Alors après, il y a des explications biochimiques aussi encore plus complexes que je vous épargne, mais voilà, c'est un peu ça les grandes lignes. Et pourquoi on a de l'inflammation chronique? Bah pour plein de raisons. Très souvent, ça peut être l'excès de sucre, qui est les hyperglycémies en permanence, comme on disait tout à l'heure, quand on a faim toutes les heures et qu'on se jette sur le sucre, ça crée de l'hyperglycémie qui est inflammatoire. Les dysbioses intestinales, qui est trop de, entre guillemets, mauvaises bactéries, donc bactéries opportunistes, pathogènes, de parasites, de champignons, ils vont générer de l'inflammation intestinale qui finit par devenir de l'inflammation systémique, c'est-à-dire dans tout le corps. Des mauvaises capacités digestives qui vont donner lieu à une porosité intestinale, donc l'hyperperméabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est quand l'intestin, au lieu de faire barrage et absorber que les bons nutriments, c'est comme s'il avait plein de petits trous. C'est déjà une passoire et ça laisse passer tout un tas de molécules pas bien digérées, de virus, de toxines, de bactéries. Et le système immunitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% de nos cellules immunitaires sont juste derrière la barrière intestinale pour surveiller justement ce qui rentre dans le corps, parce que c'est la première porte d'entrée dans le corps. Si on s'imagine, c'est un peu bizarre, mais de la bouche à l'anus, c'est un long tube, c'est un trou, c'est pas encore l'intérieur du corps en fait. Donc le système, il surveille juste derrière cette barrière intestinale et il dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Quand il voit des toxines, des molécules non digérées, il reconnaît pas ce que c'est. Donc il s'imagine, c'est des envahisseurs, c'est des méchants, il faut que j'attaque. Donc il va attaquer, attaquer, attaquer. C'est là qu'on génère, qu'on développe des intolérances alimentaires. Parce qu'au final, on mange plusieurs fois par jour, tous les jours, jour après jour. Et donc, un système immunitaire qui doit en permanence réagir à tout ce qui passe, qui ne devrait pas rentrer dans le sang, bah, il crée de l'inflammation chronique et c'est là que ça finit par dérailler. Puis ensuite, on a les facteurs aussi comme le perturbateur endocrinien. Et, pour en venir à ta question, le stress chronique et le trauma. Okay. Lui, c'est aussi un grand pourvoyeur de déséquilibre dans le corps, non seulement au niveau des maladies auto-immunes, mais aussi d'autres maladies, parce qu'en fait, le système nerveux et le fameux nerf vague, ils innervent tous nos organes et ils régulent tous les autres systèmes du corps, dont le système immunitaire. Donc quand on a du stress chronique, on a un système nerveux qui est en hyperactivité, et cette hyperactivité, elle génère de l'hyperactivité du système immunitaire. Qui dit hyperactivité du système immunitaire, au bout d'un moment dit maladie auto-immune. Okay. Le rôle du système nerveux, pour rappel, c'est de percevoir en permanence si on est en sécurité ou en danger. Donc, quand il y a un stress chronique ou imprévisible, mais répété, c'est hyper toxique pour notre système nerveux, pour notre corps. Exemple, un enfant qui vit avec un parent qui est malade ou qui consomme des drogues, un parent qui humilie un enfant, un parent qui est très stressé, des parents qui se disputent ou des enfants qui vivent des guerres dans des contextes de catastrophes naturelles ou qui vivent des humiliations à l'école. Voilà, pour pas remettre tout sur les parents, il y a plein de causes de stress chronique dans l'enfance et de trauma. Et donc, tout ce type de vécu, ça engendre une augmentation de l'inflammation dans le corps, okay, parce que cette réponse inflammatoire, elle a pour but de nous protéger face à un danger, comme le système nerveux. Okay, ils ont vraiment des fonctions très parallèles, les deux systèmes. Sauf que, si cette inflammation, elle augmente dans le temps, comme je disais tout à l'heure, elle abîme nos cellules et elle commence aussi à changer l'expression de nos gènes. Et c'est là que les prédispositions génétiques, elles peuvent vraiment se déclencher et donner lieu à une maladie physique, mentale, dont les maladies auto-immunes. Okay. Autre paramètre intéressant, c'est que le stress, ça crée une surstimulation chronique des glandes surrénales. Merci, c'est hyper intéressant ce que tu partages là. Pour les personnes qui nous écoutent sur ce parallèle entre le système nerveux et le système immunitaire, qui sont tous les deux un peu des détecteurs de danger, si on le simplifie vraiment à l'extrême. Gabor Maté, il en parle très bien. Je vous conseille vraiment son livre Quand le corps dit non, parce que je trouve que il fait un travail juste extraordinaire et puis c'est tellement bien expliqué, bien imbriqué. Donc on mettra les références aussi dans les show notes, on mettra le contact de Delphine et puis Quand le corps dit non de Gabor Maté.
Et puis je te laisse continuer sur les maladies auto-immunes. Qu'est-ce que tu disais, le stress chronique, donc qui surstimule. Ouais, le stress chronique, il surstimule aussi du coup les glandes surrénales qui sont là pour réagir au stress avec la sécrétion de cortisol. Et quand il y a trop de cortisol sécrété en permanence, le cortisol, il est pro-inflammatoire à haute dose. En quantité adéquate, il est anti-inflammatoire. Okay, il va réguler le système immunitaire. Mais quand il y en a trop, c'est dommage, il fait l'inverse. Très important ce point-là, très important. Ouais, de pas diaboliser le cortisol, mais c'est presque un concept difficile à comprendre. Donc en bonne quantité, le cortisol, il est anti-inflammatoire, et en trop grande quantité, il a l'effet inverse, il est pro-inflammatoire. Ok, yes. Ouais. Et pour les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai appris ça. Les personnes qui ont des maladies qui ont tendance à s'exacerber la nuit, quand on dort ou en fin de nuit. En fait, c'est à cause du cortisol. Parce qu'en journée, si on n'est pas complètement en burn-out avec les glandes surrénales qui ne sécrètent plus du tout de cortisol, quand on en sécrète un peu en journée, ça va avoir ce rôle anti-inflammatoire. Donc potentiellement, on a moins de douleurs, moins de crises en journée. C'est le cas par exemple avec la spondylarthrite qui se réveille beaucoup la nuit. Pourquoi ça se réveille la nuit? Parce qu'en fait, naturellement, le corps, il produit moins de cortisol la nuit, il en produit quasiment pas du tout, pour nous permettre de dormir, parce que le cortisol, ça te donne de l'énergie aussi, ok? C'est une hormone qui a plein de rôles différents dans le corps. Donc, il n'y en a pas la nuit, donc il n'y a pas cette protection anti-inflammatoire la nuit, et hop, les douleurs, les symptômes et tout, ils ont libre cours, en fait, à s'exprimer. Donc ça permet aussi de bien avoir en tête, voilà, ce rôle anti-inflammatoire quand il y a une bonne dose, pas du tout anti-inflammatoire quand il n'y en a plus du tout, et à l'inverse, quand il y en a trop, ça devient pro-inflammatoire. Et quand on a du stress chronique, à terme, comme le cortisol il est très pro-inflammatoire en excès, le cerveau il décide de dire aux surrénales, oh stop, on arrête d'en produire parce que c'est trop dangereux d'avoir autant d'un élément pro-inflammatoire dans le corps. Donc, baisse de la production du cortisol, donc on n'a plus le rôle anti-inflammatoire, donc le système immunitaire, pareil, il a libre cours de dérailler et de se suractiver aussi. Ok. Donc c'est un peu la double punition, c'est la maladie auto-immune, il y a déjà un excès d'inflammation et en plus il y a une carence en cortisol pour aider à réguler l'inflammation. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi plusieurs biais par lesquels ce stress et ce trauma peuvent avoir un lien avec les maladies auto-immunes. Et comme tu disais, Gabor Maté, il a tout un chapitre sur les maladies auto-immunes dans son livre. Et il rapporte des études assez intéressantes sur les comportements psycho-émotionnels qu'on retrouve souvent chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes, qui sont finalement des mécanismes de protection, des stratégies d'adaptation développées souvent dans l'enfance face à des situations très stressantes ou traumatiques. Et par exemple, il va parler de l'hyper-indépendance, ce truc de j'ai besoin de personne, je dois m'en sortir tout seul, ou le perfectionnisme, ou les personnes qui vont complètement délaisser leurs besoins pour se focus uniquement sur les autres et prendre soin de tout le monde sauf elles, ce qui typiquement pour la santé c'est pas le bon plan parce que justement plus on délaisse nos besoins, plus le corps normalement il peut plus, il souffre, il est épuisé et il dit stop, et à un moment donné souvent il dit stop en développant une maladie. Il répertorie aussi dans son bouquin le sentiment de ne pas être à la hauteur, les personnes qui ont peur de leur propre colère aussi. Ça, c'est un grand sujet dans son livre et dans beaucoup de maladies. Le fait de réprimer notre colère pour protéger le lien avec nos parents, et ça t'en parle souvent très bien. Ce qui fait que la colère, elle finit par se retourner contre nous, contre nos parts de nous, via la critique intérieure, tout ce qu'on va se dire, les jugements, etc. Et quand la colère, elle se retourne contre nous, c'est comme quand le système immunitaire, il se retourne contre nous. Il y a une confusion entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, qu'est-ce qui est mes émotions, qu'est-ce qui est celle des autres, qu'est-ce qui est un vrai virus, une vraie bactérie à attaquer, et qu'est-ce qui est en fait les cellules de mon corps qu'on ne devrait pas attaquer, mais qui sont attaquées par le système immunitaire. Et effectivement, Gabor Maté, il explique très très bien le parallèle entre système nerveux, émotion, et système immunitaire, gestion de la protection du corps en fait, et les nombreux parallèles qu'il y a entre les différentes fonctions. C'est passionnant, absolument passionnant comme sujet. Je voulais parler aussi de la mitochondrie, mais je sens qu'on est dans le sujet du trauma développemental, donc peut-être je vais te poser la question sur justement toute cette adversité dans l'enfance, parce que tu l'as évoqué.
comment est-ce que le corps il s'adapte à ça, le lien avec les maladies plus tard dans la vie, tu t'en as un petit peu parlé. Voilà, est-ce que tu veux développer un petit peu plus ce point-là, qui est Ouais, fondamental, je crois. carrément. Ça revient à ce qu'on se disait au tout début, c'est que le corps, il va passer en mode survie quand on est dans ces états de figement, fuite, combat pour protéger notre vie. Ok. Donc quand on est en mode survie, le corps, il délaisse les activités courantes qui se font beaucoup mieux, qui se font quasiment exclusivement quand on est en ventral. Ok. Et si on délaisse les activités courantes comme la digestion, l'assimilation des nutriments, une respiration optimale, ample, profonde, le sommeil, ça crée des énormes risques pour la santé parce que les fonctions de base du corps ne se font plus de manière optimale et elles se font plus pendant longtemps. Okay. Donc si on digère mal, on a tout un tas de carences nutritionnelles comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir des troubles digestifs chroniques, cette fameuse perméabilité, et de fil en aiguille, tout ça, ça peut dégrader tout un tas de processus dans le corps et amener à la maladie. Quand on respire pas correctement, on peut pas oxygéner nos cellules correctement, donc on peut pas amener les nutriments et l'oxygène qui font tourner la cellule, tout simplement, là où ça doit aller. Donc, s'il n'y a pas assez d'oxygène, si la cellule ne fonctionne pas correctement, il n'y a pas assez d'énergie pour entretenir le corps, pour réparer les cellules. Et donc, c'est là qu'on voit de plus en plus de dégradation, de vieillissement cellulaire, pareil, qui à terme peuvent déclencher tout un tas de maladies, et pas que les maladies auto-immunes, effectivement. Le sommeil peut être hyper perturbé aussi avec le trauma. Okay, on peut avoir beaucoup de mal à s'endormir, on peut avoir des réveils nocturnes fréquents, on peut faire des cauchemars, avoir du coup des nuits trop courtes, ce qui crée à nouveau un manque d'énergie à tous les niveaux. Okay. Un besoin de compenser souvent par la nourriture. Okay, quand on est épuisé, je sais pas si vous avez déjà remarqué, ou si toi tu l'as vécu, mais moi, quand je suis fatiguée, je mange beaucoup plus, j'ai beaucoup plus faim. Et je sens que mon corps, il essaye en fait de compenser l'absence d'énergie liée au manque de sommeil par des nutriments. Ok, ça, c'est un truc naturel. Mais si notre alimentation n'est pas optimale, compliqué. Absolument, encore plus. Oui, et je voulais juste, je l'avais sûrement déjà partagé dans le podcast, mais moi, c'était même au point qu'au niveau vraiment de l'interoception, de la façon dont on perçoit nos sensations, moi, je confondais fatigue et faim. C'était Mm. complètement confus dans mon système, en fait, tu vois. Je pensais que j'avais faim, mais en fait, j'étais fatiguée, mais je m'autorisais tellement pas à sentir la fatigue que c'était toujours, tu vois, mon cerveau, il le transformait en faim, quoi. Et ça a été un long chemin, et puis vraiment une révélation de ah non, en fait, j'ai pas faim. Là, je suis fatiguée. C'est pas la même sensation. Ça a vraiment demandé une différenciation qui était pas là, en fait, qui se faisait pas dans mon système. Mm. Mm. C'est intéressant. Ouais, carrément. L'importance du travail de reconnexion à nos sensations, à notre corps, pour justement savoir comment en prendre soin et quoi lui apporter et à quel moment. Mm. Mm. Le manque de sommeil, ça engendre aussi beaucoup moins de résilience face au stress, qui a beaucoup plus de dérégulation du système nerveux. Chez l'enfant, ça peut aussi créer des retards de développement, ok. Retards de développement dans certaines régions du cerveau, ce qui fait que derrière, ça crée un cercle vicieux de moins bon fonctionnement du système nerveux, un système nerveux perturbé, des difficultés cognitives, des difficultés d'apprentissage à l'école, ce qui crée un stress supplémentaire, ce qui fait le lit de croyances négatives sur soi, sur nos capacités. Enfin voilà, c'est vraiment la boule de neige en fait. Et au début, quand on est enfant, le corps, il a encore un peu de ressources en fait pour s'adapter au stress. Ok. Donc c'est pour ça que souvent les maladies ou les conséquences physiologiques du trauma, on les voit plus tard dans la vie. Ce qui fait que parfois on a du mal à faire le lien avec notre passé. Et d'un point de vue cellulaire, c'est logique parce que il y a ce qu'on appelle le stress, qui est le fonction E-stress comme E-U-S-T-E-R-E-2-S, je vais arriver à l'épeler. C'est le fonctionnement normal face à un stress qui est ponctuel, auquel le corps il va s'adapter rapidement. Il va augmenter un petit coup l'adrénaline, il va consommer un peu de magnésium, puis il va refaire baisser l'adrénaline, revenir à une consommation normale de magnésium, ok? Donc tout va bien. Mais quand il y a du stress chronique, là on augmente et l'adrénaline et le magnésium pendant plus longtemps.
Et ensuite, si le stress y perdure, on va augmenter aussi la consommation de noradrénaline, un autre neurotransmetteur, pour la vigilance, la concentration, pour persévérer face à ce stress et pour vraiment percevoir tous les signaux de danger, ok? Le cortisol aussi va commencer à augmenter. Et donc tout ça, ça commence à pomper beaucoup, beaucoup de ressources dans le corps. Et quand je dis ressources, c'est dans le sens nutriments en fait. Par exemple, le zinc et le magnésium, c'est les deux premiers minéraux qui vont fuiter, qui vont être surconsommés face au stress et qui vont engendrer derrière des carences. Quand ça perdure, on rentre dans une phase de résistance qu'on appelle le burn-in, c'est la phase avant le burn-out, où là, le système, il commence à fatiguer, à vraiment commencer à manquer de ressources pour maintenir ce niveau de réaction au stress permanent, en fait. Et c'est là qu'on commence à voir le début des problèmes de santé, mais ça peut venir des années après. Et ça peut commencer par des choses un peu, entre guillemets, banales, genre des rhumes à répétition, des angines, des tendinites, ok, les personnes qui ont souvent un peu des douleurs partout, qui savent pas trop pourquoi, des maux de dos, des troubles musculaires, encore une fois, des perturbations du sommeil, cette anxiété-là permanente, l'irritabilité, etc. Le cortisol, il continue d'augmenter de plus en plus, ok, et c'est là qu'on arrive au problème qu'on décrivait tout à l'heure sur les maladies auto-immunes, hein, c'est boum, inflammation chronique. Et l'inflammation chronique, elle donne pas forcément lieu à une maladie auto-immune, elle peut aussi donner lieu à des problèmes cardiovasculaires, des problèmes au niveau du foie, voilà, ça peut être aussi d'autres pathologies. Et ensuite, on arrive au burn-out dans le sens physiologique, ok? Ça ne veut pas forcément dire j'ai fait un burn-out dans le cadre de mon travail, mais le burn-out physiologique, c'est l'effondrement du cortisol, de tous les neurotransmetteurs, de plein d'autres hormones en fait, qui arrivent à zéro parce que le corps, il n'a juste plus les ressources de produire ces hormones et ces neurotransmetteurs. Et donc là, bah, tout est à plat. L'énergie, la capacité de concentration, bye bye. Plus de capacité à travailler, à apprendre, même à sociabiliser, ok, parce qu'il n'y a plus assez de sérotonine, de noradrénaline pour être dans le lien avec l'autre, plein d'anxiété, de l'incapacité à gérer le stress, okay, des douleurs encore plus intenses, des maladies, plus d'équilibre hormonal, okay, parce que ça impacte aussi au niveau des hormones sexuelles, donc les perturbations de la libido, des règles, la dysfonction érectile chez les hommes, la ménopause précoce chez les femmes. Tout ça, ça peut avoir un lien avec ce système nerveux complètement dérégulé et complètement en mode burn-out. Ça va déséquilibrer l'axe immunodigestif, qui est avec la dysbiose intestinale, la perméabilité de l'intestin. On peut avoir des troubles du transit avec la constipation, des diarrhées ou de l'alternance entre les deux, tout un tas de douleurs, des problèmes cardio-métaboliques. Et Gabor Maté, il parle aussi du lien avec le cancer. On peut aussi voir avec cette inflammation chronique un risque accru de cancer, et puis à long terme, des risques accrus aussi au niveau neurodégénératif, la dépression. Voilà, c'est tout ce qu'on voit dans les studies en fait, et dans le livre de Gabor Maté, mais vu sous le prisme en fait de la physiologie du système nerveux et de toutes ces molécules, tous ces neurotransmetteurs et ces hormones qui le constituent et qui le permettent de tourner, qui font que quand tout ça c'est à plat, bah forcément le corps il se dégrade et il peut développer une maladie. Oui, et on pourra terminer avec le sujet de la mitochondrie juste après, parce que tu as évoqué l'énergie justement. Euh, c'est intéressant ce sujet du stress, et tu dis le stress qui est une réponse totalement normale, voilà, à une circonstance où il faut qu'on réagisse dans notre environnement. Hans Selye, ça a été un des premiers à théoriser le stress déjà dans les années 50, donc pour dire que c'est pas nouveau. Et lui, il l'a appelé la réponse générale d'adaptation, le stress. Je trouve ça très intéressant, cette expression, parce que quand on parle du trauma développemental, quand on parle de l'enfance, c'est se souvenir que c'était notre moyen de s'adapter. Okay, et on entend souvent des personnes dire je me suis créé cette maladie, il m'a fallu aller jusqu'au burn-out pour comprendre, enfin des trucs un peu culpabilisants comme ça. Et donc du coup je veux juste redire ici que voilà, réponse générale d'adaptation, ok, donc c'était notre façon de s'adapter. Après, pour se mettre en chemin vers la guérison, il faut absolument reprendre sa responsabilité, c'est clair. Par contre, c'était pas notre faute. Okay, et ça, c'est vraiment la différence entre la faute et la responsabilité. C'est super, super important. C'est pas ta faute. Aujourd'hui, pour pouvoir guérir, j'ai besoin de prendre la responsabilité. Et ça va pas toujours être facile parce que, bah, tu l'as dit, la dérégulation, elle nous amène de la confusion même au niveau des signaux.
Moi, voilà, pendant des années, bah, j'ai mangé au lieu d'aller dormir, quoi. Enfin, je veux dire, et mon corps, il avait pas du tout besoin de ça, donc je pourrais dire, j'ai Mm. créé ça, tu vois. Mais c'était déjà complètement confus au niveau de mon interoception, je percevais mal les choses. Donc, voilà, après, c'est ma responsabilité de travailler sur mon système nerveux pour recréer cette différenciation et puis pouvoir donner à mon corps ce dont il a besoin. Par contre, c'était pas ma faute. Je voulais juste dire ça ici parce que c'est très important. Je pense que quand on entend, tu vois, tout ça, on se dit oh mon Dieu. Et puis il y a un peu le oh mon Dieu par où je commence aussi. Et puis oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, donc juste respirer si vous nous Ouais. écoutez. Voilà, Mm. respirer. Il y a plein de modalités, voilà, la nutrition, somatic experiencing, le travail avec les parts, qui sont des modalités magnifiques. Et puis qui nous permettent vraiment de renégocier tout ça. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai Mm. appris de mon chemin, c'est que tout se renégocie vraiment. Mm. 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 Ouais. Absolument, mais c'est une super distinction que tu fais parce que tous ces comportements réactionnels qu'on peut adopter, que j'évoquais aussi tout à l'heure, le perfectionnisme, s'occuper des autres au lieu de soi, s'oublier dans le travail, être dans la critique intérieure, la colère qui se retourne contre nous, effectivement, c'est pas notre faute, c'est des mécanismes de protection, c'est vraiment notre système qui réagit de la façon qui est la plus à même de nous maintenir en vie, ok? En survie, mais en vie. Et donc, c'est hyper important de reconnaître ça. Et moi aussi, ça me parle ce que tu dis sur mon chemin de guérison. J'ai traversé cette phase de je me suis créé la maladie, ça vient de moi, c'est mon stress, c'est mon problème, il faut que je résolve ce truc. Ouais, j'ai ma part de responsabilité dans la guérison, mais le développement de la maladie, c'est fait à cause de tout ce que mon système nerveux il a dû vivre que ce soit au niveau physiologique, alimentaire, émotionnel et contexte de vie générale, qui a amené toute cette dérégulation et qui derrière a dérégulé toute la physiologie. Mais c'est pas de ma faute. C'est voilà ce que j'ai vécu et la façon dont mon système a choisi de réagir pour me protéger à ce moment-là. Et à un moment donné, bah, il a plus pu parce que c'était trop. Et donc maintenant, ok, je vais le bichonner, je vais prendre soin de lui et je vais faire tout ce que je peux pour l'aider à se réguler et à ramener un fonctionnement plus sain à l'intérieur. Absolument, absolument. Et en même temps, c'est tellement important qu'on parle de tous ces sujets parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont dans les premiers symptômes et qui peuvent prendre les choses beaucoup plus tôt parce qu'elles ont ces informations-là que peut-être voilà d'autres n'avaient pas malheureusement. Et donc c'est bien qu'on en parle de plus en plus des traumas du système nerveux et ce qu'on fait là, ça, j'espère que ça participe de ça. Mm, mm. Ouais, Parce que tellement. l'enjeu, c'était ça, en fait. L'enjeu, parce que tu disais de survivre, et puis pour l'enfant, c'est de continuer à se développer aussi. L'enfant, il peut pas se développer sans attachement. Donc c'est même, l'enjeu, c'est de passer d'enfant à adulte, d'un corps d'enfant à un corps d'adulte, et comment je fais ça dans un environnement qui est pas favorable. Et ben, il faut que je le fasse d'une façon ou d'une autre, en fait. Donc, C'est ça. yes, Mm. absolument, absolument. Euh, Tu parlais de l'énergie, justement. Donc tout ça, ça nous laisse avec des niveaux d'énergie euh, peu optimaux, si on peut dire ça. C'est même un euphémisme, avec pas beaucoup d'énergie. Euh, on sait que voilà, un des résultats du trauma, notamment une des réponses, c'est le figement. Puis on va avoir beaucoup de personnes qui ont vécu beaucoup d'adversité dans l'enfance, des adultes qui sont encore complètement figés dans le figement. Donc la mitochondrie, tu pourras peut-être redire ce que c'est la mitochondrie. Elle a du mal à produire de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être on peut terminer sur cette question, comme ça on termine sur des clés et des pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la nutrition justement pour soutenir la mitochondrie? Donc on a parlé de voilà bien se renourrir et voilà replenish, je sais même pas comment on dit, bien re-remplir en macronutriments, micronutriments. Est-ce que c'est la même chose qu'on va faire pour les mitochondries? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus spécifiques qu'on va faire pour aider à cette production d'énergie? Ce qu'on disait, voilà, pour aider les personnes aussi juste à retrouver un peu d'énergie, pour retrouver la capacité d'aller choisir leurs aliments, d'aller faire le travail somatique, etc. etc. Mm. Ouais, il y a des clés qui vont être les mêmes et puis il y a des choses en plus qu'on peut faire. Déjà, la mitochondrie, en fait, c'est un organite dans la cellule, ok, qui est chargé de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Si on veut rentrer vraiment dans la biochimie, l'ATP, c'est la molécule énergétique de notre corps. Donc quand on parle énergie, en fait, on parle d'ATP. Euh, quand il y a du trauma, quand on est dans le figement, il y a beaucoup d'inflammation. Puis on revient toujours à cette inflammation. Cette inflammation, elle crée du stress oxydatif, c'est-à-dire du vieillissement cellulaire. Quand il y a du vieillissement cellulaire, ça veut dire que la cellule, elle fonctionne
de moins en moins bien. Donc les mitochondries, qui font partie de la cellule, hein, c'est une des molécules de la cellule, elles vont dysfonctionner aussi et se mettre en mode économie d'énergie. D'où des symptômes comme la fatigue cérébrale, le brouillard cérébral, les troubles cognitifs, la dépression aussi, parce qu'on peut avoir une mauvaise dégradation de la dopamine, de différents neurotransmetteurs, donc ça perturbe l'humeur. Donc déjà, évidemment, il y a le travail de régulation du système nerveux, ok, super important. Mais côté nutrition, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir déjà traité cette fameuse inflammation chronique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire riche en légumes, riche en fruits, en bonnes protéines, en bons gras. Ok, j'évoquais les oméga 3 tout à l'heure. Les oméga 3, c'est des acides gras anti-inflammatoires. La plupart d'entre nous consommons trop d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, sous forme de viande rouge, d'huile de tournesol, de huile de sésame ou de graines de sésame, de noix de cajou, de pistache, de cacahuètes, toutes ces graines qui sont aussi beaucoup utilisées dans les huiles industrielles, dans les produits transformés. Ok, donc des oméga 6, il va y en avoir aussi beaucoup dans les produits transformés. Et quand je parle de viande rouge aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'oméga 6 dans les viandes rouges de mauvaise qualité. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on achète des viandes de qualité, on a un bien meilleur rapport et une meilleure composition d'acides gras. Donc de l'autre côté, ces oméga 3 anti-inflammatoires, ils vont permettre de contrebalancer ça. Okay, dans la nutrition, on dit les personnes qui ont un peu un régime moderne, pas le plus optimal, ce qui s'appelle aux États-Unis le SAD diet, le Standard American Diet, le régime standard américain, qui en acronyme fait SAD, ce qui veut dire triste, donc ça fait toujours rigoler. Ces personnes-là, elles vont avoir un rapport de 1 oméga 3 pour 20 oméga 6, ce qui fait beaucoup plus d'inflammation. Le rapport optimal, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a des écoles qui vont dire, voilà, 1 oméga 3 pour 4 oméga 6, d'autres qui vont dire 1 pour 2, 1 pour 1. Bon, bref. Si on est déjà à 1 pour 4, c'est 1000 fois mieux Pas que... 1 sur 20, quoi. Voilà. En tout cas. Okay. Exactement. Et donc les oméga 3, on va les trouver dans les œufs. Encore une bonne raison de diaboliser les œufs. Dans les petits poissons gras que j'évoquais tout à l'heure, les sardines, les maquereaux, les harengs, les anchois, si on aime ça. Je sais que c'est un peu fort au goût, mais voilà, on peut réapprendre aussi. J'ai plein de clients qui ont redécouvert et qui ont réappris à apprécier les petits poissons gras. Alors souvent, je les conseille vraiment en conserve, hein. Vous prenez pas la tête, vous amusez pas à acheter des maquereaux frais qu'il faut ensuite évider, etc. En conserve, c'est très bien. Dans une petite huile d'olive, on rajoute du citron dessus, des petites herbes. On peut même faire des sardines écrasées en mode rillette, c'est super bon. Voilà, en autre source d'oméga 3, on a aussi l'avocat, les noix. Alors là, on passe plus sur des oméga 3 inactifs, ok? Donc pensez aussi aux versions animales que je viens de citer pour la forme active. Mais voilà, booster vraiment ces apports en oméga 3, la mâche, le pissenlit, ça en contient aussi. Alors bon, il faudra en manger des grosses quantités, mais on peut compléter les apports aussi avec ces petites choses. Les algues, ça contient des oméga 3 aussi. Alors pareil, on va pas en manger des quantités énormes, mais c'est toujours ça de prix, ça de plus. Puis ça permet de varier aussi dans l'alimentation, ce qui est hyper important. Pour l'inflammation aussi, on va éviter les produits transformés. Quand il y a vraiment beaucoup d'inflammation, voire déjà une maladie auto-immune ou une autre maladie, je vais conseiller d'éliminer le gluten. Parce que sous sa forme très moderne, le blé, il est très pro-inflammatoire. Il a été très transformé génétiquement pour sélectionner les brins qui vont avoir le meilleur rendement d'un point de vue agriculture, ce qui fait que à l'époque de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, le blé, il avait 7 chromosomes, aujourd'hui il en a 42. Pour le système, c'est pas du tout la même chose en termes de digestion. Ok, on n'a pas les enzymes digestives pour reconnaître un blé à 42 chromosomes et le digérer correctement. Donc qui dit mauvaise digestion dit, encore une fois, on abîme la paroi intestinale, on crée des intolérances alimentaires et de l'inflammation. Donc voilà, chez certaines personnes, ça peut être hyper important d'éliminer le gluten. Moi, je l'ai vu pour la petite histoire, la différence au niveau émotionnel, au niveau de la dépression. Ça fait plusieurs années que je mange sans gluten et puis il y a quelques années j'ai testé de réintroduire un peu par curiosité, aussi un petit peu parfois par manque, j'en avais un peu marre, voilà, on traverse tous des phases. Et au bout de 3 semaines où j'en ai mangé pas tous les jours, hein, mais quand même plusieurs fois d'affilée, je me suis sentie complètement dépressive. Mais comme j'ai pu l'être par le passé,
Et comme ça ne m'était pas arrivé depuis des années, et il n'y avait rien dans ma vie qui justifiait un tel nuage noir qui me plombait, je me sentais vraiment au fond du trou. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc j'ai réarrêté, depuis j'ai plus du tout retouché au gluten et j'ai plus ressenti ça. Donc c'était très intéressant de voir qu'en fait le gluten ça peut avoir des incidences digestives ou au niveau des articulations, etc. Mais aussi neurologiques. Et ça on le sait aujourd'hui, l'impact neurologique des molécules pro-inflammatoires. Je te pose la question parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se la poser en nous écoutant. Euh, Quelqu'un, alors je parle pas de quelqu'un qui a une porosité intestinale et tout, mais quelqu'un, on va dire, qui voilà, a une base de santé, a une bonne digestion. Okay, quelqu'un qui a une bonne digestion. Qu'est-ce que tu penses des choses, tu sais, style le pain de Panevivo, là, cet Italien qui fait le pain super, super à l'ancienne, qui dit qu'il y a plus de fer dans son pain que la viande. Enfin, je le trouve génial, cet Italien. Bref, ça s'appelle Panevivo si vous voulez regarder. Tu vois, qui sélectionnent des super vieilles farines, qui font vraiment leur levain, 48 heures, machin et tout. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Si on va trouver un pain, on va dire, de super bonne qualité, où on sait que presque tout le gluten est dégradé, ok, enfin, dans quelle situation ok, dans quelle situation peut-être pas ok, qu'est-ce que t'en Hmm. penses? Ouais, je pense que c'est top pour les personnes qui n'ont pas de grosses maladies chroniques ou qui sont vraiment en rémission de leurs symptômes, Ok. qui ont vraiment fait un gros travail sur leur tube digestif et qui peuvent tolérer plus de choses, parce que l'idée c'est ça aussi, hein, c'est de réparer le tube digestif pour, à la longue, qu'ils puissent digérer correctement et ne pas générer d'intolérance alimentaire. Pour refermer cette fameuse paroi intestinale, pour que les choses pénètrent uniquement via la cellule de la paroi intestinale, sous une forme complètement digérée qui ne va pas venir attiser le système immunitaire. Hmm. Donc, Hmm. dans ces cas de figure-là, ou des personnes qui ont peut-être des symptômes plus légers, qui sont peut-être dans cette phase dont on parlait tout à l'heure, on commence à avoir un petit peu des petits symptômes, mais il n'y a pas un gros diagnostic qui a été posé, ça peut suffire. Ça revient toujours à cette idée, effectivement, quand les produits sont de qualité, avec, comme tu dis, des farines anciennes, du levain qui a prédigéré le gluten, qui sont faites dans les règles de l'art comme on faisait les choses il y a 50, 70 ans, oui, la réaction du corps, elle va pas être du tout la même. Hmm. Et Ok. en même temps, il va y avoir des personnes, sans même parler des personnes qui sont cœliaques et qui ont vraiment une réelle allergie au blé, des personnes qui vont quand même avoir des réactions, Hmm. ok? Hmm. Parce que ça vient perturber le fonctionnement au niveau cérébral, par exemple, pour plein de raisons biochimiques qui seraient trop longues à expliquer, mais il faut tester. Ça, c'est vraiment la réponse que je donne très souvent. Ok, on va faire le travail, on va voir comment ça va après, et puis on testera si ça passe très bien. Ça peut aussi passer par petites quantités. Donc, manger une fois dans la semaine un pain de super qualité, ça peut très bien passer, là où en manger 3, 4 fois, Hmm. le corps va plus avoir les ressources pour gérer, et là, il va commencer à développer des symptômes. Hmm. Ok, donc parfois, ce qu'on appelle le seuil de tolérance en nutrition. Et la limite où le corps il arrive à gérer, si on la dépasse, bah, il n'arrive plus à gérer. Donc là, on commence à récolter les conséquences négatives. Alors que si on reste en dessous de notre seuil de tolérance, bah, on peut avoir le plaisir de ces aliments-là sans pâtir de conséquences. C'est ce que je fais maintenant, par exemple, avec le fromage. Je choisis des fromages de super qualité et j'en mange 1 à 2 fois dans la semaine, grand maximum, parce que sinon, je sens que ça commence à avoir un impact négatif sur ma santé. Hmm. Mais pour autant, si je respecte ce seuil, ça va. Et ça fait plaisir. Hmm. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, justement, en parlant de produits laitiers, on va privilégier à nouveau cette notion de qualité. Des choses au lait cru, qui préservent tous les nutriments. Parce que le lait pasteurisé, c'est un lait qui a été très chauffé, donc on a détruit les vitamines, on a transformé les protéines en protéines beaucoup moins digestes, beaucoup moins assimilables. Donc vraiment rester sur du lait comme on le consommait à l'ancienne, sauf évidemment si on est en phase de grossesse. Mais quand il n'y a pas de contre-indication, vraiment être sur cette qualité-là, idéalement bio. Pour l'anti-inflammatoire, il y a aussi un point clé, c'est limiter le sucre. J'aurais peut-être dû le mettre même en premier. Parce que le sucre, comme je disais tout à l'heure, il crée de l'hyperglycémie, donc des excès de sucre dans le sang qui sont pro-inflammatoires. Donc vraiment faire attention à tous les sucres ajoutés. Ok, c'est pas juste le sucre blanc, mais c'est aussi toutes les formes de sucre, sucre roux, mais aussi sirop d'agave, sirop d'érable, le miel, etc. Tout ça, c'est des sucres ajoutés.
et faire attention aussi à la quantité de glucides, parce que comme on disait tout à l'heure, les glucides, même complexes, sont transformés par plusieurs réactions en sucre dans le sang, alors beaucoup plus lentement, donc on va pas avoir le problème de pic de sucre, à moins de manger vraiment une énorme plâtrée de glucides, euh, et ce toute la journée, et d'avoir trop de glucides dans l'alimentation. À part l'alimentation anti-inflammatoire, pour la mitochondrie, ce qu'on peut faire, c'est des analyses fonctionnelles pour aller voir l'impact du trauma au niveau cellulaire. C'est super intéressant, parce que qui dit niveau cellulaire dit du coup aussi au niveau de la mitochondrie. Et je pense notamment aux tests de cheveux pour voir notre statut en minéraux et en métaux lourds. Ce test de cheveux, il permet d'aller voir 35 minéraux et je ne sais plus combien de métaux lourds pour voir où on en est. Comme je te disais tout à l'heure, quand il y a beaucoup de stress, ça crée une fuite notamment de magnésium, de zinc, donc c'est important d'aller voir où on en est de tous ces nutriments qui sont si essentiels au bon fonctionnement de la cellule. Le sodium et le potassium, par exemple, qui vont réguler l'entrée et la sortie des molécules et des nutriments dans la cellule. Okay. Et il y a notamment deux minéraux qui reviennent souvent dans le contexte du trauma. C'est le calcium et le cuivre. Et ils sont souvent tous les deux en excès dans ce fameux test de cheveux. Et ça, c'est à la fois une cause de stress chronique, de trauma, et une conséquence du trauma. Et en excès, ils vont perturber le fonctionnement de la cellule et donc de la mitochondrie. Le cuivre, c'est un minéral qui est essentiel pour la production d'énergie, pour le métabolisme du fer, il est antifongique et il est important aussi dans la synthèse des neurotransmetteurs, on revient toujours à ça. Et le problème, c'est qu'on peut en accumuler trop dans notre corps par surexposition. Okay, parfois, c'est déjà in utero, quand on est dans le ventre de notre maman, ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être dans notre quotidien. Et ce cuivre en excès, il va être stocké au niveau de notre foie et du cerveau, ce qui va perturber le fonctionnement des deux organes. Si on est en bonne santé, nos surrénales, elles vont compenser l'accumulation du cuivre en produisant une protéine qui va permettre de transporter et utiliser le cuivre. Mais si les surrénales elles sont trop sollicitées par l'excès de cuivre, par le stress, par des hyperglycémies, par la gestion du sodium, elles vont s'épuiser, elles vont plus produire assez de cette protéine qui permet d'utiliser le cuivre. Donc le cuivre, il va s'accumuler, ce qui fatigue encore plus les surrénales, donc ça crée un cercle vicieux. Et il va s'accumuler notamment dans le cerveau, ce qui va être toxique pour les cellules neuronales et ce qui va engendrer beaucoup de fatigue chronique. Okay. Ce qui va faire qu'on augmente aussi le niveau de stress de base, c'est-à-dire même quand on n'est pas exposé à un stress, même quand il ne se passe pas grand-chose, on est moins capable de gérer le stress et le corps va déjà être en état de stress en fait permanent. Cet excès de cuivre, il a un impact aussi sur les neurotransmetteurs, okay, il va plus convertir la dopamine en adrénaline, le neurotransmetteur du stress, de l'activation sympathique, okay, donc plus ça augmente, moins on est capable de métaboliser toute cette adrénaline, donc plus le corps il est poussé dans une réponse traumatique, okay, donc on entretient le problème. Le cuivre en excès, il va aussi oxyder la sérotonine qui va être mal utilisée, donc on va être face à une moins bonne humeur, plus de tristesse, plus d'irritabilité, okay. Il va diminuer la sensibilité de nos cellules au GABA. Le GABA, c'est un autre neurotransmetteur qui est très relaxant. Okay. Donc, l'excès de cuivre, en fait, il inhibe la fixation du GABA sur les récepteurs. Donc, pareil, là, on va être plus sujet à de l'anxiété, de la dépression, de la panique, des troubles obsessionnels compulsifs. Okay. Et le lien avec le calcium, qui était le deuxième minéral qu'on voit beaucoup dans le cadre du trauma, c'est que le cuivre en excès, il va faire sortir le calcium de l'os. Le calcium, à 99%, il est censé être dans nos os. Quand il sort de nos tissus, c'est problématique parce que, comme son nom l'indique, il va calcifier. Okay, il va calcifier nos artères, nos articulations. C'est pas ce qu'on veut. Okay, on veut des artères souples qui font bouger le sang, qui le font remonter vers le cœur, qui le font aller vers les cellules, etc. Nos articulations, pareil, on veut qu'elles soient souples, qu'elles puissent bouger. Ok, calcifier, c'est le dernier truc qu'on veut. Donc on veut vraiment que le calcium il soit dans l'os. Mais ce calcium qui sort, c'est comme un mécanisme de défense face au stress qui est causé par le cuivre. Okay, donc c'est comme si le calcium il tentait de protéger la cellule de la réponse du stress. Okay, et le calcium il va avoir une double conséquence de, selon le niveau d'excès auquel on est, soit d'engendrer plus d'anxiété, d'irritabilité, de colère, de pensée à 1000 à l'heure, okay, de crise d'angoisse par exemple, soit carrément nous empêcher de ressentir les émotions. Okay. Donc toutes ces émotions en lien avec le trauma qui auraient besoin de sortir, toutes ces réponses de défense inachevées qui ont besoin d'être complétées, on ne peut pas.
Ok, on va être dans l'apathie, dans la déconnexion des émotions, dans le figement justement, ces sensations d'anesthésie, de dépression, de je ressens rien. Ok. Et ça, ici aussi, on a un énorme cercle vicieux parce que pour contrebalancer l'excès de calcium, c'est-à-dire pour refixer le calcium dans les os, là où il devrait être, on a besoin d'énormément de magnésium. Or, on sait que le magnésium, il fuite quand il y a beaucoup de stress et qu'il y a beaucoup de trauma. Donc, comme le stress engendre une carence de magnésium, on arrive encore moins à fixer le calcium et on pâtit encore plus de cette conséquence de l'excès de calcium. Donc, pour traiter la mitochondrie, il faut qu'on travaille à l'élimination de cet excès de cuivre et de cet excès de calcium. Et ça, on le fait beaucoup via les compléments alimentaires pour le coup, parce que l'alimentation, c'est la base, c'est hyper important, c'est le premier socle par lequel on commence en nutrithérapie. Mais pour ce qui est vraiment de ces gros déséquilibres qui sont installés depuis des années, on a besoin d'y aller avec un soutien un petit peu plus costaud via les compléments alimentaires. Euh, et pour la petite histoire, j'ai une cliente qui a un système nerveux très régulé, qui a eu beaucoup d'événements qui ont laissé beaucoup de traces traumatiques dans son système. Et donc je m'attendais à un test de cheveux avec vraiment des très forts excès de cuivre et de calcium. Et en fait, à ma surprise, c'était pas le cas. Et mon hypothèse, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a fait énormément de travail sur son système nerveux, beaucoup de thérapie, beaucoup d'accompagnement en somatic experiencing, justement. Donc elle était vraiment déjà sur cette voie de guérison, à la fois au niveau du système nerveux, mais aussi au niveau physiologique, et je pense que c'est ce qu'on voit, du coup, dans son test. Donc c'est vachement intéressant de faire les deux en parallèle, parce que ça joue et sur notre ressenti dans notre quotidien au niveau de l'état de notre système nerveux, et en fait au niveau de ce qui se passe dans la cellule. Je te pose la question parce que je pense que les personnes qui nous écoutent vont se la poser. Je connais peut-être une partie de la réponse, je pense que c'est peut-être dans l'eau. Enfin, parce que la cause, là, on part de l'excès de cuivre. Alors, ça peut être génétique, ça peut être exposé les tuyaux de l'eau à une eau qui est trop riche en cuivre. Ça peut venir d'où? C'est environnemental, hein, pas, enfin, majoritairement. Il y a plein de sources différentes. Donc Ok. effectivement, ça peut être la mère avait déjà un excès de cuivre et l'a transmis à l'enfant. Ça peut être, comme tu dis, dans les tuyaux, effectivement, les tuyaux qui sont en cuivre et qu'on retrouve du coup dans l'eau qu'on boit, si on boit de l'eau non filtrée. Ça peut être dans les piscines, parce que les piscines, elles sont traitées non seulement au chlore, mais aussi beaucoup au cuivre, parce que le cuivre, à petite dose, c'est comme le cortisol, hein, c'est comme l'inflammation, c'est toujours une question de dose. À petite dose, il est antifongique, donc utile dans les piscines pour lutter contre les champignons. Mais du coup, en excès, il crée l'effet inverse. Donc si on est des grands adeptes de la natation dans les piscines, on peut être très exposé au cuivre. L'alimentation, alors on va revenir à ça, l'alimentation végétarienne et végétalienne. Il y a beaucoup de cuivre dans les céréales et les légumineuses. Ok. Et ce qui aide à contrebalancer le cuivre, c'est le zinc. Le zinc, on le trouve beaucoup plus dans les produits animaux, dans les viandes, dans les fruits de mer. Donc dans l'alimentation végétarienne, végétalienne, bah, on a beaucoup plus d'exposition au cuivre et beaucoup moins au zinc. Donc ça accentue ce déséquilibre, excès de cuivre, carence en zinc, alors que les deux sont antagonistes et devraient se réguler mutuellement en fait. Yes, merci pour ça. Et puis quelques autres pistes pour la mitochondrie, ça va être aussi traiter la dysbiose intestinale, ok, qui revient très souvent, pour limiter les micro-organismes pathogènes, parce que eux, ils vont fatiguer ils vont fatiguer la mitochondrie en créant de l'inflammation. On va soutenir aussi le système immunitaire vis-à-vis des infections froides. Les infections froides, c'est quoi? C'est par exemple un herpès, qui est l'herpès la plupart du temps, il est latent. Le virus de la mononucléose, si on a eu la mononucléose, il reste dormant dans le corps, et c'est des virus qui peuvent se réactiver quand il y a une baisse de l'immunité, et donc créer aussi de l'inflammation, abîmer la mitochondrie. Donc on va essayer de soutenir un maximum le système immunitaire pour garder ces virus en dormance, parce qu'ils seront toujours dans notre corps, mais on veut les garder en mode latent, et qui ne s'expriment pas. Tout ça, c'est pour vraiment travailler les causes profondes des déséquilibres avec les mitochondries. Après, on peut faire aussi du soutien temporaire, avec des compléments alimentaires, par exemple, qui vont vraiment venir nourrir la mitochondrie. Ça va être par exemple les vitamines du groupe B, l'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant, la coenzyme Q10, qui est aussi un antioxydant hyper utile pour donner de l'énergie aussi au cœur, au foie, la L-carnitine, ok. Mais là, je vais juste dire attention à ne jamais s'auto-complémenter, parce que les compléments, c'est puissant. Il y a des interactions avec les médicaments, il y a des interactions entre les compléments. Il y a des contre-indications de certains compléments par rapport à certaines maladies. Ils peuvent être toxiques si on en prend trop. Ils peuvent être carrément inefficaces si on est en sous-dosage. Donc en fait, essayer de faire sa propre petite tambouille, ça peut être à la fois
un gâchis d'argent parce que inefficace et aussi carrément vraiment dangereux. Donc attention à vous faire accompagner par rapport aux compléments alimentaires. Et voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment des nutriments spécifiques qui peuvent venir soutenir la mitochondrie, qu'on retrouve aussi évidemment dans l'alimentation, comme on l'a vu. Superbe, superbe. Yes. Merci pour tout ça, Delphine. Je rigole parce que je me dis, les personnes qui nous écoutent, elles vont être en mode oh my god, faut que je réécoute l'épisode là, trop d'informations. Ouais, c'est clair, et je suis en train de me dire, oh my god, C'est- il est super long, tu m'as dit 45 minutes. Non, non, c'est absolument parfait. Merci pour tout ça. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, réécoutez l'épisode. Moi, j'adore faire des épisodes hyper riches, donc c'est génial, vous me connaissez. Réécoutez l'épisode, prenez le temps de prendre des notes. Voilà, c'est des informations hyper précieuses et puis je pense quand même actionnables parce que tu as vraiment donné des explications et puis donné des pistes. C'était l'idée, donc j'espère vraiment que ça vous servira. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Est-ce qu'on s'arrête là? Ouais, je pense qu'on a déjà parlé de plein de sujets, donc au risque de vous surcharger, je pense que c'est bien de s'arrêter là. Je dirais juste que, comme on a dit tout à l'heure, le travail sur le système nerveux et la nutrithérapie sont hyper complémentaires. Et dans certains cas, on a besoin de travailler d'abord sur les traumas et le système nerveux pour retrouver cette fameuse capacité à changer son alimentation, ok, parce que ça peut être beaucoup, ça peut être même trop, et comme le trauma, c'est par définition ce qui est trop, l'idée c'est de pas chercher à tout faire en même temps, ok, et d'y aller par étapes. Et en même temps, pour certaines personnes, notamment quand il y a beaucoup de symptômes somatiques, beaucoup de sujets de santé, je conseille aussi de ne pas trop attendre parce que les carences, l'alimentation déséquilibrée, ça entretient en fait la dérégulation du système nerveux. Et donc les problèmes au niveau de la nutrition, ça peut bloquer en fait le travail de guérison qu'on cherche à faire côté plus thérapeutique. Absolument, toujours cette imbrication et puis après cette alternance. Je vais faire du travail somatique, donc du travail sur les traumas, et puis je fais le travail sur la physiologie. Et c'est vraiment tout le temps les deux, hein. Je crois que oui, c'est absolument la meilleure conclusion. Yes. Merci Delphine, merci infiniment pour toutes ces informations, pour toute cette richesse. Je suis sûre que ça va tellement servir aux personnes qui nous écoutent. Merci de nous avoir écoutés et je vous retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.